Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada avec une émission spéciale pour cette semaine et la semaine suivante. Donc nous sommes aujourd'hui le 20 avril. L'organisation du mouvement Larouche au niveau international est maintenant dans une mobilisation tout azimut afin d'exposer le rôle de l'Arabie Saoudite et aussi le rôle de l'Empire britannique qui en fait est dont l'Arabie Saoudite fait partie. Donc le rôle dans le financement, le parrainage du terrorisme international, notamment les événements du 11 septembre et évidemment la crise mondiale avec État islamique, Al-Qaïda, donc le conflit en Syrie, et évidemment une force terroriste à travers l'Eurasie qui est en train de vraiment détruire les nations, détruire les États-nations de cette région-là et qui en fait menace le monde entier. C'est cette semaine, en fait, c'est aujourd'hui, le 20 avril, que Barack Obama se retrouve en Arabie Saoudite pour un voyage de quelques jours au Proche-Orient et en Europe, après la rencontre des dirigeants d'État de l'Arabie Saoudite. M. Obama se dirige vers l'Angleterre pour aller rencontrer la reine d'Angleterre. Il faut rappeler que nous sommes vraiment dans une situation mondiale où le compte à rebours pour un conflit nucléaire est en marche. Nous avons eu récemment la présence du secrétaire à la défense d'Obama, M. Ashton Carter, qui était dans la mer de Chine pour superviser des exercices militaires entre les États-Unis et les Philippines. Donc, M. Carter était sur le porte-avions, le USS John Stennis, où il a supervisé les opérations. Et c'est la première fois de toute l'histoire de ces opérations militaires qu'un secrétaire à la défense est présent à l'exercice. Donc, c'est très significatif. Monsieur Larouche, donc Lyndon Larouche, économiste américain, lui dit que, en fait, le but de l'organisation maintenant, il ne s'agit pas ici de chercher à se venger de certains personnages qui causent la guerre. Notre but, c'est de défendre l'humanité. Donc, ce qui veut dire, et on va le discuter aujourd'hui, mettre Obama, en fait, au chômage le plus vite possible afin de se débarrasser de cette dynamique de guerre, et on parle évidemment de guerre nucléaire. Parce que récemment, et notre organisation, on en parle déjà depuis quelques semaines, les États-Unis se lancent dans des investissements incroyables dans la fabrication d'armes nucléaires portables, donc des armes nucléaires qui vont être utilisées, comme c'est dit par les dirigeants militaires aux États-Unis. Donc une politique sur plusieurs années qui va coûter environ 1000 milliards de dollars dans la création de ces armes nucléaires. Et évidemment, on ne vise pas l'Afghanistan avec ça, on vise la Russie, on vise la Chine, et on est dans une situation où beaucoup de politiciens, de gens dans la finance, de gens dans le système oligarchique pensent en fait pouvoir survivre à un conflit nucléaire et jouent en fait avec justement un scénario apocalyptique qui mettrait fin très rapidement à l'humanité en soi. Et dans le but en fait d'arrêter cette dynamique-là, Obama doit quitter, et les récentes, pas les récentes, mais plutôt le récent documentaire produit par l'émission 60 Minutes aux États-Unis sur le poste de télévision CBS a créé beaucoup d'émoi aux États-Unis. Donc un rapport qui en fait expose le fait que Obama et une certaine clique aux États-Unis, en Arabie Saoudite et en Angleterre ont en fait classifié 28 pages d'un rapport sur les événements du 11 septembre, donc un 28 pages qui parle du rôle de l'Arabie Saoudite, de certains de ses représentants, dans le financement, dans la facilitation du 11 septembre et dans la création en général de ces événements qui ont eu lieu à New York et à Washington en septembre 2001. Donc, ce petit documentaire possède aussi différentes entrevues avec Robert Graham, qui est un des membres fondateurs du comité de renseignement
qui a fait l'étude sur les événements du 11 septembre. On a aussi Portergoss, qui est un ancien membre de la CIA, toujours faisait partie de ce groupe qui a fait la recherche, et d'autres personnes impliquées dans le processus de découvrir ce qui s'est passé avec le 11 septembre. Et l'administration Bush Junior et celle d'Obama ont choisi de garder ces documents classifiés, même si Obama avait dit en 2008 qu'il exposerait ces pages-là. Il avait fait la promesse aux familles des victimes du 11 septembre qu'il exposerait ce rapport-là. Évidemment, il ne l'a pas fait encore. Et ce qui nous amène à poser beaucoup de questions, c'est-à-dire qu'est-ce que Obama va faire dans les prochains jours? Parce que comme on le disait, la pression maintenant est énorme. On a Obama qui, en fait, va devoir discuter de ces 28 pages avec ses collègues saoudiens dans les prochains jours. C'est un sujet très épineux. C'est un sujet sur lequel plusieurs politiciens se sont levés et ont demandé directement à Obama de publier ces pages-là, même de les publier avant sa présence en Arabie Saoudite. Donc, la pression est amenée. Est-ce que ce sera trop tard? On ne le sait pas, mais elle est là et il faut mettre en fait les bouchées doubles pour que des actions soient prises, qu'on puisse exposer les créateurs de cet événement terroriste-là et en même temps exposer ceux qui financent le terrorisme depuis très longtemps et à l'époque comme aujourd'hui et en même temps exposer un système impérial qui tente maintenant de détruire les nations, que ce soit avec le terrorisme ou évidemment avec un conflit militaire nucléaire et avec des politiques d'austérité fasciste économique où on tente de sauver les banques et on dit en fait que les gens doivent y passer afin de sauver des institutions qu'on pourrait simplement réorganiser. Donc, sur plusieurs points, on a un système impérial qui veut détruire les nations du monde, incluant la destruction des États-Unis en tant que nation. Donc, on va discuter de cette émission-là, de ce sujet-là aujourd'hui. C'est le sujet qui a été amené au webcast de vendredi dernier, webcast organisé par le mouvement Larouche aux États-Unis, donc le comité d'action politique de Larouche, qui fait un webcast à chaque vendredi. Donc, ça vaut la peine de rappeler avant d'entrer dans le vif du sujet que un mois environ avant la publication de ce documentaire de 60 Minutes, le gouvernement saoudien avait fait très clair que si le gouvernement Obama appuyait une des résolutions, une résolution là, au Congrès visant la publication de ces 28 pages sur le 11 septembre, que si Obama appuyait cette loi-là, l'Arabie Saoudite retirerait environ 1000 milliards d'investissements aux États-Unis pour en fait vendre leurs actifs et ainsi forcer les États-Unis à reculer sur le sujet. Évidemment, ce sont des pressions très significatives. On parle entre 750 milliards et 1000 milliards d'actifs américains que les Saoudiens voudraient liquider dans le but de faire des pressions contre cette résolution. L'organisation Larouche, évidemment, parle de ce sujet-là depuis déjà plusieurs années, depuis environ une dizaine d'années en fait. Déjà à l'époque, on parlait de quelque chose qui était bien connu du monde du renseignement, c'est-à-dire en fait un début de consolidation du financement du terrorisme dans le monde avec, on parle vers l'année 1986, de l'accord Al-Yamama, qui est un accord entre la Grande-Bretagne et l'Arabie Saoudite. Donc un accord qui a permis en fait à l'Angleterre de vendre des jets, des avions de chasse à l'Arabie Saoudite en échange de pétrole. Évidemment, le pétrole donné pour les avions de chasse était évidemment beaucoup de valeur supérieure aux avions de chasse et une somme de ce contrat-là
a été dirigé dans ce qu'on appelle un slush fund ou en fait un fonds secret qui a été utilisé pour financer le terrorisme à l'échelle internationale, que ce soit le groupe des Moudjahidines, Al-Qaïda et aujourd'hui État islamique. Donc évidemment on parle aussi là, du 11 septembre. Donc les personnages impliqués dans ce contrat étaient à l'époque le prince Bandar bin Sultan, et du côté saoudien, et de l'autre côté Margaret Thatcher, donc de l'Angleterre. Et M. Bandar bin Sultan, dans une de ses biographies, en fait, se vantait de ce fait, de cette idée de financer le terrorisme, et sa simple excuse pour justifier cela était de dire, ben, de toute manière, tout le monde le fait, tout le monde agit de manière géopolitique, donc pourquoi pas nous? Évidemment, aujourd'hui, avec la récente pression sur l'Arabie saoudite, le gouvernement saoudien tente de vraiment changer son image et de montrer qu'elle est très impliquée dans, le combat contre le terrorisme, mais c'est trop peu, trop tard. Évidemment, tout le monde parle depuis déjà 1 an ou 2 de l'Arabie saoudite, de son financement du terrorisme, aussi de son appui et de son exportation du wahhabisme, donc de cette faction islamique extrémiste qui est en fait la religion d'État en Arabie saoudite, donc une version violente, une version 18 ans et plus de l'islam, et une version très arriérée par rapport aux libertés individuelles. Donc, dans ce contexte-là, donc l'émission, on revient là-dessus, l'émission de 60 Minutes, qui a publié ce documentaire d'environ une quinzaine de minutes, avec des entrevues, comme on disait, l'ancien sénateur Bob Graham, Porter Goss, ancien membre de la CIA, et donc démontrait en fait une histoire et de manière assez compréhensive de comment ces 28 pages-là ont été en fait mis sous le lit et en fait peuvent, si on l'utilise comme il faut, peuvent en fait démontrer le rôle de l'Arabie saoudite dans le financement de certains des preneurs d'otages dans les avions qui ont frappé le 11 septembre et Washington. Donc des gens, en fait des terroristes qui étaient dans la ville de San Diego, en Californie, et qui ont reçu des sommes d'argent de la part de certains membres du gouvernement saoudien à travers le consulat saoudien dans l'État de la Californie. Donc nous, on parle de ça depuis plusieurs années. Vous avez, on parlait tantôt de résolution, donc la résolution 14 amenée par le membre du Congrès Walter Jones de la Caroline du Nord, il est un républicain. Cette résolution-là, maintenant, visant à déclassifier les 28 pages, a 40 parraineurs, donc ce qui est beaucoup. Donc 40 membres du Congrès appuient cette résolution-là de manière directe. Et on a aussi une législation similaire qui circule au Sénat, sponsorisée par Rand Paul, le sénateur Rand Paul, et Kristen Gillibrand. Donc Rand Paul qui... j'ai oublié de quel État est M. Rand Paul, mais sénateur Gillibrand est de l'État de New York. Donc, il y a vraiment une situation très intense aux États-Unis par rapport à ça. Beaucoup de pression sur Obama. Et ce qui s'est passé à la suite de la publication de ce documentaire, on a eu les membres du Congrès Walter Jones, Stephen Lynch, démocrate, et Thomas Massie, qui lui est un républicain, qui ont publié le 15 avril une lettre ouverte à Obama, lui disant d'absolument exposer ces 28 pages afin de vraiment faire la lumière sur les événements du 11 septembre. Et par la suite, ces trois mêmes personnes-là ont écrit un communiqué de presse pour vraiment faire connaître à toute la population américaine la nécessité de publier ces 28 pages-là. On a eu aussi de la part de la leader de la minorité au Congrès, donc Nancy Pelosi, du côté démocrate,
qui elle a aussi émis une lettre qui explique qu'à l'époque, elle était pour la classification des 28 pages, mais que maintenant, elle appuyait la déclassification de ce dossier-là. On a aussi l'ancien sénateur du Dakota du Nord, Byron Dorgan, qui lui aussi a fait une lettre similaire, et aussi un des membres du comité du Congrès sur l'enseignement, Devin Nunes. Et aussi une déclaration assez importante et qui met vraiment Obama dans de beaux draps, c'est la déclaration du principal conseiller d'Obama sur la sécurité nationale, un dénommé Ben Rhodes. Et Ben Rhodes qui a fait une entrevue avec David Axelrod sur l'émission aux États-Unis The Axe Files, qui est une émission radio sur Internet, et dans laquelle il a dit que l'Arabie Saoudite, en fait, ne faisait pas assez attention ou n'a pas tenté suffisamment d'empêcher des gens de l'Arabie Saoudite de financer le terrorisme. Donc, c'est une manière un peu douce de dire que les Saoudiens sont responsables, mais il va jusqu'à dire que, en fait, l'argent en provenance de l'Arabie Saoudite est ce qu'il appelle de seed money, donc en fait les fonds sources qui ont permis de créer des institutions comme Al-Qaïda et État islamique. Donc il dit, le gouvernement saoudien n'a pas essayé de manière active d'empêcher ces investissements-là de se faire. Donc c'est une déclaration assez importante du principal conseiller d'Obama sur la sécurité nationale. Donc tout ça se passe avant aujourd'hui. Aujourd'hui, Obama rencontre les dirigeants saoudiens. Donc, toutes ces choses-là sont très significatives, vont aider beaucoup. Et il y a encore beaucoup plus de matériel sur le sujet que les gens peuvent trouver là, sur le site de Lyndon LaRouche, aussi notre site frère en France et au Canada. Donc, un dossier très bien rempli sur le rôle non seulement de l'Arabie Saoudite, il faut le rappeler, l'Arabie Saoudite qui fait partie de l'Empire britannique. Donc, en exposant les Saoudiens et leur rôle dans le 11 septembre, il faut aussi exposer le rôle de la Grande-Bretagne et de cet empire monarchique financier qui réside à la City de Londres et à Buckingham. Donc, durant le webcast avec M. Jeff Steinberg qui a eu lieu vendredi dernier, il y avait une question institutionnelle posée à M. Larouche, comme quoi certaines personnes aux États-Unis veulent en fait créer des législations qui vont permettre d'empêcher ou de limiter surtout des ventes d'armes américaines en Arabie Saoudite, sachant justement le fait que ces armes-là circulent en fait dans des mains terroristes. Et aussi en fait le rôle de l'Arabie Saoudite dans le conflit au Yémen, cette espèce de guerre civile où le Yémen se fait bombarder depuis déjà quelques temps par l'Arabie Saoudite qui prétexte en fait que l'Iran voudrait utiliser le Yémen contre l'Arabie Saoudite. Mais en fait, ce qui se passe là-bas, c'est qu'on a une guerre contre le terrorisme qui aurait dû être gagnée par le Yémen, mais l'Arabie Saoudite est intervenue et a fait retourner le Yémen à l'âge de pierre. Donc, cette question institutionnelle est un peu limitée, évidemment, comme le dit Jeff Steinberg. Donc, il faut comprendre que l'Arabie Saoudite est là pour créer la déstabilisation au cœur de l'Eurasie, quitte à créer un génocide. Et c'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire au Yémen. Donc, les Saoudiens font partie de ce système de l'Empire britannique et c'est ce système-là qui en fait est en charge de la présidence américaine depuis les 15 dernières années, donc les mandats de Bush Jr. et de Barack Obama. Et la raison pour laquelle l'enjeu des 28 pages sur le 11 septembre est si important est parce que cela pourrait exposer en fait la faction traîtresse américaine
qui, en fait, a empêché le peuple américain et les familles des victimes de connaître la vérité. Et ainsi, en fait, caché toute une opération impériale dans le but de déstabiliser les nations à travers le monde, y compris les États-Unis. Et pendant 15 ans, on se fait dire, en fait, les Américains et tout le monde se faisait dire que les États-Unis avaient une relation spéciale avec l'Arabie Saoudite et qu'il fallait privilégier cela. Mais évidemment, depuis la dernière semaine, tout ça est remis en cause et pour une bonne chose. Maintenant, aujourd'hui, Obama est à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, où il a rencontré le roi saoudien. Il va rencontrer d'autres dirigeants avant de s'en retourner voir les vrais dirigeants de l'Empire britannique et donc aller prendre le thé avec la reine d'Angleterre. Donc, ce que M. Larouche dit, c'est ça, c'est que depuis les premiers balbutiements de la présidence américaine, les gens pensaient avoir changé le monde en votant pour Obama, mais en fait, on a réinstallé l'appareil de l'Empire britannique aux États-Unis sous différentes étiquettes, une étiquette démocrate. Donc George Bush, George Bush ou Obama, c'est la même chose de ce point de vue-là. Donc la classification des documents du 11 septembre fait par Obama, juste cet enjeu-là est suffisant pour en fait destituer de manière immédiate Barack Obama. Et donc Obama, avec certaines factions là, évidemment du FBI, ce sont eux qui ont caché les faits sur le 11 septembre. Et donc il faut exposer ça le plus vite possible et mettre la pression sur la Maison-Blanche d'agir pour le bien là, de l'espèce humaine au complet. Évidemment, si on avait exposé ces faits sur le 11 septembre dès 2003, par exemple, on aurait sûrement évité la guerre de terrorisme qu'on connaît aujourd'hui. Les événements terroristes, par exemple, qui ont frappé la France à 2 reprises dans les derniers mois, ne se seraient pas produits parce qu'on aurait pu justement découvrir un réseau de renseignement, un réseau de financement du terrorisme et en fait détruire ce réseau-là. Et la question que le mouvement Larouche a posée depuis déjà très longtemps, c'est en fait pourquoi est-ce que cet appui tacite envers les djihadistes à travers le monde? Pourquoi est-ce que, par exemple, le gouvernement britannique non seulement donne de l'appui logistique à ces groupes-là, mais pourquoi est-ce qu'elle sert un peu de terre promise à des groupes djihadistes qui vont là-bas, en fait, pour se protéger, pour ramasser des fonds à la télévision, etc. Donc, c'est assez grave. Et le mouvement Larouche, en l'an 2000, l'agence de presse du mouvement Larouche, le Executive Intelligence Review, avait fourni à l'époque au secrétaire d'État américain Madeleine Albright un document qui demandait en fait à ce que la Grande-Bretagne soit mise sur la liste des États qui appuient le terrorisme, à cause justement tout l'appui tacite qu'ils ont donné à des groupes terroristes, et ce, bien avant l'an 2000. Donc ça, c'était 1 an avant les attaques du 11 septembre et quelques mois, donc au mois de janvier 2001, on a eu M. Larouche qui a fait sa fameuse déclaration comme quoi, vu la situation économique mondiale, et vu aussi, à l'époque, on parlait de la campagne présidentielle de George Bush Jr. contre Al Gore, et M. Larouche disait, peu importe qui sera le président, parce qu'à l'époque, il y a eu les élections avaient pris un peu plus de temps que prévu, donc peu importe qui était le président, qu'on allait avoir un danger d'événement de type feu du Reichstag, donc l'incendie du Reichstag, le Parlement allemand dans les années 30, donc un incendie qui avait permis d'amener Adolf Hitler en tant que dictateur de l'Allemagne. Donc, Larouche disait qu'on allait avoir un événement similaire dans notre avenir prochain. Ça a pris quelques mois avec le 11 septembre où là, il fallait faire la guerre à tout le monde et il fallait renverser les libertés habituelles
dans le but de combattre le terrorisme. Donc aujourd'hui, évidemment, non seulement on aurait exposé le financement du terrorisme avec ses 28 pages, mais on aurait exposé l'Empire britannique. Ce qui veut non simplement dire l'aspect terroriste, mais aussi l'aspect financier, comme Wall Street, la City de Londres, des institutions qui disent, en fait, qui demandent aux gens, aux nations de se soumettre à leurs demandes financières, de se soumettre à une austérité qui tue des gens. Sinon, eh bien, c'est la guerre. Donc, le choix est, évidemment, dans les deux cas, le choix est suicidaire. Donc, on a eu plusieurs figures importantes. On les a mentionnées tantôt. Bob Graham. On a eu John Lehman aussi, ancien secrétaire à la marine. Porter Goss, qui ont été interviewés dans ce rapport-là. Donc, le rapport des 28 pages, et ce qui s'ajoute à ce rapport des 28 pages, on en a entendu parler dans les médias, c'est les fameux Panama Papers, donc le rapport du Panama, ce rapport qui avait été publié et qui révélait en fait le rôle de plusieurs personnes impliquées dans non seulement les paradis fiscaux, et il faut le rappeler, les paradis fiscaux des îles Vierges, les paradis fiscaux des îles Caïmans, tout cela appartient au Royaume-Uni. Donc, un rapport qui a fait plusieurs victimes déjà. On parlait du premier ministre de l'Islande, le premier ministre de la Grande-Bretagne, David Cameron était aussi là-dedans. On a tenté, il y a des gens qui ont tenté d'associer ce rapport-là avec Vladimir Poutine, mais évidemment, ça n'a pas marché, parce qu'il n'y a vraiment aucune preuve du rôle de Poutine dans ces paradis fiscaux. Et en fait, ce qu'il y a de bien avec ce rapport du Panama, c'est en fait que cela expose l'empire très vaste en fait, du paradis fiscal, mais aussi du blanchiment de l'argent de la drogue et en fait de plusieurs crimes du point de vue d'évasion financière, d'évasion fiscale. Et que tout ça, en fait, est chapeauté par la City de Londres et Wall Street. Donc, oubliez l'idée de simplement blâmer la personne qui met de l'argent de côté dans des paradis fiscaux. Le point qu'il faut soulever, c'est de demander, en fait, pourquoi est-ce que cela existe? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des paradis fiscaux? Pourquoi est-ce que des banques seraient impliquées dans le blanchiment de l'argent de la drogue? Donc, vous avez affaire, en fait, à un système qui ressemble très fortement en fait à la base mondiale pour le crime organisé à l'échelle internationale. Donc avec ces deux documents-là, évidemment, on démontre que non seulement la nature de l'Empire britannique, mais aussi le fait que cet empire-là est complètement elle est finie. C'est un empire qui va disparaître. Et il s'agit de décider si cet empire va faire disparaître tout le monde avec elle ou si on sera assez courageux pour renverser le système. Donc l'empire britannique financier est fini et condamné. Les gens de la Banque mondiale, du FMI, qui auront des meetings bientôt à Washington, ces gens-là en fait ne vont absolument rien faire pour changer la donne, changer la nature de ce système. Et c'est là où ça nous prend des gens qui vont faire le travail. Évidemment, si aux États-Unis ou en Angleterre ou au Canada, on avait des vrais leaders, des gens de la trempe de Franklin Roosevelt aux États-Unis, Charles de Gaulle ou Konrad Adenauer en Europe, la situation serait tout à fait différente. On aurait des gens qui auraient été capables de retourner les nations dans un système de développement positif, comme ce que la Chine est en train de faire avec les nations du BRICS en général, donc la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. On aurait des grands projets à annoncer, le financement de ces grands projets-là par des institutions gouvernementales et aussi un grand développement au niveau scientifique, incluant le programme spatial, développement de l'énergie nucléaire, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun leadership en provenance de l'Occident. En fait, le leadership est complètement mort et où est en fait a tellement peur de
de dire quelque chose qui risque d'être mal compris, que le leadership se tait. Mais heureusement, dans certains moments, comme avec la publication de ce rapport sur les 28 pages, on a des gens qui sortent de l'ombre un peu et qui finalement font preuve de courage. Donc il ne faut pas abandonner, mais il faut bien comprendre. L'Empire britannique est condamné. Cet empire-là est en train de disparaître et il faut l'aider à disparaître au plus vite possible avant que celle-ci nous entraîne tous dans un système, justement, dans un effondrement complet. Donc, c'est à ça que va servir la publication des 28 pages. Donc, la publication des 28 pages sur le rapport du 11 septembre, c'est plus qu'une question de simplement exposer les racines du terrorisme, mais c'est d'exposer, en fait, l'Empire britannique dans son entièreté. Et Obama doit agir là-dessus. Est-ce qu'il va le faire? On ne le sait pas. On sait que la pression est très forte maintenant. Obama, qui de toute manière, sa carrière politique est terminée, qu'il publie ou non le rapport. Donc ça va dépendre de nous, ça va dépendre de gens très sérieux aux États-Unis ou ailleurs, de permettre la publication de ces pages-là. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ont dit qu'Obama ne pourrait pas partir parce que c'est pas très pratique, il reste seulement quelques mois à sa présidence, pourquoi ne pas simplement attendre? Mais en fait, il y a des gens qui, quand Obama a reçu son deuxième terme, donc en 2012, qui savaient très bien qu'Obama serait catastrophique, et ils ont dit la même chose, ils ont dit « Ah, il sera seulement là pour 4 ans. Ça vaut pas la peine de se casser la tête avec la destitution. » Ben, je m'excuse, mais avec tout ce qui peut se passer en quelques mois ou en quelques semaines, on parle d'un danger de guerre nucléaire, là. Donc il doit partir maintenant, et pour justement changer le système aux États-Unis avant la présidence, parce que de toute manière, la présidence, maintenant, la course à la présidence est un véritable cirque. Un cirque qui, en fait, démoralise la population mondiale avec une Hillary Clinton complètement achetée par Wall Street. Et vous avez un Donald Trump qui est en fait un raciste, un fasciste, qui va chercher le pire, je pense le pire du peuple américain, évidemment dans un contexte de crise économique, donc beaucoup de gens sont désespérés, les gens sont prêts à n'importe quoi pour sortir de la crise, mais si on ne pense pas aux solutions, évidemment on va voter pour des monstres, comme on a fait avec George Bush et avec Obama. Et ça vaut la peine de revoir le 11 septembre, en fait. Quand le 11 septembre a eu lieu, M. Larouche parlait d'un effet Pearl Harbor. Donc, quand la base militaire Pearl Harbor a été attaquée aux États-Unis, à l'époque avant, donc je crois que c'était en 1941, en fait, ce qui a amené les États-Unis à participer à la Deuxième Guerre mondiale, quand le Japon a frappé Pearl Harbor, les Américains se sont lancés pour joindre l'armée et aller combattre le fascisme. Quand le 11 septembre a eu lieu, c'est le contraire qu'on a eu. C'est-à-dire qu'au lieu d'embarquer dans une croisade contre l'impérialisme, on a simplement dit que, en fait, on a protégé les créateurs du 11 septembre et on a plutôt travaillé avec eux pour empirer la situation au niveau international. Donc, c'est le contraire totalement. Imaginez que le président Roosevelt, dans les années après le Pearl Harbor, aurait dit vive le Japon. C'est pratiquement ce qui s'est passé aujourd'hui. On a dit vive l'Arabie Saoudite, ce sont nos alliés, vive les Britanniques, nous avons une relation spéciale avec eux et nous allons garder cette relation-là pour toujours. Et évidemment, avec la publication des 28 pages, il faut aussi réorganiser le système financier. Donc, on parle de la loi Glass-Steagall qui doit être mise en place tout de suite après qu'Obama soit parti pour réorganiser le système de Wall Street, mettre à la poubelle la grande partie de ce système-là afin justement de réorganiser le pays et de réorganiser à l'échelle mondiale. Et avec la publication des 28 pages, le rapport du Panama sur le système financier de l'Empire britannique, on voit en fait se dessiner le modèle impérial
et on voit qu'on nous offre en fait une occasion de renverser tout ce système-là et de s'assurer que les politiques qui vont suivre seront les bonnes dans le but justement de renverser la crise économique, de se débarrasser du danger de guerre avec le travail que fait maintenant la Chine autour de la création de la route de la soie. Et il faut que le Canada, les États-Unis et l'Europe en entier se joignent à ce processus-là. Sinon, on n'a pas vraiment d'avenir comme tel. Donc voilà pour mon émission et je voulais terminer l'émission avec une présentation donnée par Jacques Cheminade. Jacques Cheminade qui a fait une présentation il y a de ça en 2015 à un colloque géopolitique de l'Académie de Paris où il parle en fait des racines britanniques du terrorisme international. Donc c'est une petite présentation qui je pense va aider à conceptualiser la situation internationale et M. Cheminade est très professionnel, donc une émission très importante. Donc je vous laisse là-dessus. Ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada qui vous dit à bientôt. Mesdames, Messieurs, Excellences et Amis, Monsieur le Président, vous m'avez indirectement incité à parler en politique. Je suis disposé à le faire. En politique, il y a une mémoire. Il est fondamental de comprendre que les racines du terrorisme international, la violence infligée à l'autre pour ce qu'il est, il est fondamental de comprendre que la promotion du terrorisme international, que ses racines sont aujourd'hui britanniques pour éviter de commettre des erreurs d'évaluation désastreuses au sein des tempêtes stratégiques et politiques de notre temps. Il ne s'agit pas de la responsabilité du Royaume-Uni, proprement dite, mais de la matrice impériale britannique qui a pris différentes formes dans son histoire. On se rapproche le plus de la réalité en se souvenant de la formule transatlantique utilisée par John Maynard Keynes, American Money and British Brains, l'argent américain et le cerveau britannique. Cette matrice de domination impériale repose sur une combinaison d'influence économique, de guerre irrégulière, de désorganisation des structures étatiques et de guerre globale. Le terrorisme étant le levier permettant à cette combinaison de fonctionner au plus haut niveau d'efficacité destructrice par chantage. Le terrorisme n'est donc pas un accident ou une arme isolée, mais une pièce maîtresse sur un échiquier complet. Il ne faut pas le penser d'abord comme un terrorisme d'État, bien qu'il puisse prendre cette forme, mais comme arme d'un empire qui hier était maritime et colonial et qui est devenu aujourd'hui offshore ou hors sol, à partir de la City de Londres, de Wall Street et de leurs paradis fiscaux. Cet empire récupère toutes les arriérations, tous les fondamentalismes religieux soi-disant régénérateurs et tous les archaïsmes, y compris l'outrage fait aux femmes, et en joue systématiquement. Guy Debord, dans sa préface de la 4e édition italienne de sa Société du spectacle, parle en 1979 d'une couche périphérique de petit terrorisme sincère, toléré momentanément comme un vivier dans lequel on peut toujours pêcher à la commande quelques coupables montrés sur un plateau. C'est une juste description, encore que depuis le terrorisme de petit soit devenu grand, et encore faut-il examiner les localisations géographiques et la matrice de ces faits pour en comprendre la logique criminelle et pouvoir y faire face. Les Britanniques ont opéré en conjonction avec le terrorisme en Asie du Sud-Ouest, en manipulant à la fois les réseaux wahhabites et sionistes, dans les révolutions de couleur d'Europe orientale, dans les manipulations ayant créé les conditions du 11 septembre, et aujourd'hui jusqu'en Chine, et hier aussi. Ils ont laissé des traces, le plus souvent sous la forme opérationnelle, de réseaux américains, héritiers de leurs méthodes dans la période récente. En France, Olivier Blanc, dans un livre intitulé « Les hommes de Londres », a bien exposé, puisqu'on a parlé de la Révolution française, ceux qui fomentent et exploitent les colères d'autrui, les portant à détruire et à s'autodétruire. C'était au moment de la Révolution française, mais la méthode reste de jeter des fourmis noires humaines contre des fourmis rouges humaines et de contrôler leur opposition.
C'est cette méthode dont je veux vous parler ici, par-delà la description de tel ou tel monstre de Frankenstein qu'elle engendre. Au Proche et Moyen-Orient, on trouve les réseaux de Cecil Rhodes et de deux de ses principaux opérateurs, Alfred Milner et Leo Stenet Amri. Ils ont financé à la fois les réseaux nationalistes arabes, particulièrement dans la mouvance wahhabite, et ceux du révisionnisme sioniste de Vladimir Zeb Jabotinsky et Chaim Weizmann. À partir des émeutes de Nebi Moussa, en 1920, aujourd'hui oubliées, ils ont créé un environnement contrôlé, entretenant une instabilité permanente au profit de leurs intérêts financiers. L'antisémitisme terroriste arabe se trouve ainsi opposé à un racisme anti-arabe, anti-musulman, visant à éliminer tous les mouvements raisonnables, en fomentant cette opposition, visant à éliminer tous les mouvements raisonnables dans tous les camps et à promouvoir une guerre de tous contre tous. C'est après les émeutes de Nebi Moussa que Jabotinsky et Husseini furent promus en héros de leurs communautés respectives, lancés l'une contre l'autre. À noter que le père de Benjamin Netanyahou, Benzion Netanyahou, était le secrétaire personnel de Jabotinsky. Le New York Times du 11 juin 1916 proclamait « Lord Milner veut l'union anglo-américaine ». Il est essentiel de comprendre que cette union vise à détruire les fondements de tout État-nation, y compris des États-Unis et de la Grande-Bretagne, pour les placer sous la tutelle permanente d'un mondialisme financier et de services de renseignement, échappant à tout contrôle judiciaire de leurs activités. Emory, par exemple, réservait ses plus virulentes critiques à Sumner Welles, le sous-secrétaire d'État de Franklin Delano Roosevelt, qui partageait avec son président le rejet des méthodes de l'Empire britannique. Dans ce journal, Emory note, le 26 juillet 1928, « Notre objectif ultime est clairement de faire de la Palestine un centre d'influence occidentale en utilisant les Juifs, comme nous l'avons fait auparavant avec les Écossais, pour promouvoir l'idéal britannique à travers tout le Moyen-Orient et non pour établir une enclave orientale artificielle des Hébreux dans une région orientale. » C'est ainsi qu'Emery et Weizmann créèrent la Légion juive, dont Jabotinsky fut le porte-parole et l'organisateur. Quant à un autre opérateur sur le terrain, John Henry Patterson, il participa à l'organisation des camps du Bétar en Palestine et dans l'État de New York aux États-Unis. Ce sont ces milieux qui engendrèrent l'Irgun et ses activités terroristes. Lors de la troisième conférence révisionniste internationale, car c'était des sionistes révisionnistes, il faut bien le voir, qui se tint à Vienne en 1928, Jabotinsky soutint la résolution, déclarant, je cite, qu'il n'y a aucune contradiction entre une Palestine juive et un éventuel statut de dominion du Commonwealth britannique. Évidemment, cela ne se fit pas, mais l'influence demeura. Il faut bien comprendre que cette politique ne découle pas d'un attachement au peuple juif, ni même à l'État d'Israël, mais la volonté de diviser pour régner en créant une situation d'affrontement permanent. Preuve en est que ces mêmes intérêts impériaux alimentèrent les monarchies saoudiennes et du Golfe Persique, ainsi que leur émanation terroriste, parrainée et financée par des institutions dites charitables du monde musulman ou par certaines grandes familles. On connaît aujourd'hui l'implication du prince Bandar, ça a été dit, dans le financement de certains des opérateurs du 11 septembre. Les fonds résultant du contrat saoudien Al-Yamama, armes contre pétrole, avec BAE Systems, les fonds ont été placés hors de tout contrôle sur des marchés de hedge funds des îles Caïmans, dont je rappelle les billets de banque sont à l'effigie de la reine d'Angleterre et l'hymne national God Save the Queen. William Simpson, dans son ouvrage intitulé Le Prince, histoire secrète du membre d'une famille royale le plus intrigant au monde, rapporte que Bandar pouvait se présenter avec un panache sans pareil au 10 Downing Street, ayant également accès à Margaret Thatcher, John Major et Tony Blair. On parle bien ici du manipulateur du terrorisme islamique. Aujourd'hui, certaines banques turques, pour répondre à la question qui a été posée, se servent de centres financiers à l'État islamique. Ces établissements procédant à des transferts de fonds de donateurs privés du Golfe ou d'argent du pétrole, en utilisant les services de banques britanniques au passage. Par exemple, depuis une banque saoudienne, l'argent est transféré sur un compte commun dit insoupçonnable en Grande-Bretagne, reversé au profit d'une société commerciale fictive en Turquie, parlons de la Turquie, avant d'être livré en liquide aux terroristes à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Les révolutions de couleur, dégénérant en violence fasciste, dont on a parlé tout à l'heure, comme en Ukraine, s'inspirent des conceptions de Gene Sharp, reprises et appliquées par Adam Roberts et Timothy Garton, tous associés à l'université de Oxford, comme l'était Emory au Balliol College. Le National Endowment for Democracy et l'USAID
n'ont fait qu'appliquer ces recettes en faisant de la violence terroriste l'aboutissement de la désobéissance civile. Victoria Nuland, celle qui disait « fuck the European Union », que l'Union européenne aille se faire foutre, finançant et promouvant les terroristes de Maïdan et les terroristes des bataillons de Pravi Sector, n'est que l'héritière de ces vieilles méthodes. L'ambassadeur américain à Moscou, à l'époque, McFaul, a ainsi ouvertement déclaré que ceux qui défendent la souveraineté des États le font avant tout pour préserver l'autocratie, tandis que ceux qui défendent la souveraineté des peuples sont les nouveaux progressistes. McFaul et Susan Wright, ambassadrices américaines auprès des Nations Unies, sont tous deux des Rhodes Scholars et qui ont bien appris leur leçon. Au cœur de cette supposée défense des peuples se trouvent les thèses sur la défiance civile de Gene Sharp, lui-même américain, mais aussi diplômé de Oxford. Ces thèses contenaient 198 tactiques pour fabriquer une révolution, parmi lesquelles le recours à une couleur symbolique pour chaque révolution. Sir Adam Roberts et Timothy Garton ont appliqué la démarche de Sharp en lançant leur projet Civil Resistance and Power Politics. Au départ, on démarre avec la résistance non violente, reprenant les modes d'opérer de Gandhi et de Martin Luther King en les dévoyant, mais à l'arrivée, on trouve les mouvements fascistes dont on feint de déplorer, du moins en public, les manifestations extrêmes. On vous a montré le recours à ces méthodes pour déstabiliser la Russie avec le terrorisme dit tchétchène et en fait wahhabite importé. Tant ces terroristes-là que ceux de l'État islamique ont trouvé depuis longtemps un asile et une plateforme dans le Londonistan, avec ses mosquées, ses institutions charitables, ses chaînes de télévision et ses centres culturels islamiques. Le cas de Abu Omar al-Chichani, dont on a parlé, commandant de l'armée de l'État islamique, est un exemple de cette interpénétration entre milieu tchétchène et milieu wahhabite contrôlant les opérations de déstabilisation en Tchétchénie. Notons qu'Ed Balz, lorsqu'il était secrétaire d'État à l'éducation, avait promu l'attribution de subventions publiques en faveur des écoles racistes et ultracommunautaristes du groupe Hizb ut-Tahrir, qui a toujours appelé à la création d'un État islamique. Nos services français, d'ailleurs, ont longtemps protesté contre cette curieuse tolérance manifestée dans le Londonistan. Enfin, et je crois que c'est le plus important, c'est au Tavistock Institute de Londres que se situe le centre des opérations de contrôle et de manipulation psychologique permettant d'étudier et au besoin de promouvoir le comportement des terroristes, entre guillemets. Il faut ici éviter de tomber dans deux écueils, le charybde de l'angélisme et le scylla du conspirationnisme. Le premier institut du Tavistock, du nom du Tavistock Square de Londres, a été créé en 1921. Son premier objectif était d'étudier les traumatismes de guerre subis par les soldats britanniques ayant survécu à la Première Guerre mondiale. Il s'agissait d'identifier, selon des critères scientifiques, le seuil de rupture de la résistance d'un être humain à des sollicitations extrêmes. Le projet était parrainé par le Bureau pour la guerre psychologique de l'armée britannique, sous l'autorité du psychiatre John Rawling Rees. L'arrivée en 1932 de Kurt Lewin, qui fut aussi le fondateur de la clinique psychologique de Harvard, marqua l'introduction des méthodes de dynamique de groupe, c'est-à-dire les techniques de manipulation de l'individu insérées dans un groupe visant à lui faire acquérir certains types de comportements. Avec Rees, Lewin étudia les effets des bombardements sur la population civile en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se spécialisa dans les études de programmation et de déprogrammation avant de passer aux travaux pratiques. Selon lui, il est possible d'imposer à une population ou à des individus adultes un état émotionnel comparable à celui d'enfants névrosés. La tentation fut grande à partir de là de franchir le seuil et de créer l'environnement qui brise les résistances psychologiques des individus pour les amener à accomplir les tâches qu'autrement ils auraient rejetées. Alors, vous me direz que ceux qui vont faire le terrorisme ou la guerre au Proche et Moyen-Orient aujourd'hui, français, n'ont pas subi tout cela. Mais ils ont subi, à travers tout ce qui est transmis par Internet, par les médias, et qui les manipulent, les conséquences de tout cela. Ce freudisme dévoyé par les conditions barbares de la guerre, des deux guerres, s'étendit à l'occasion de la guerre froide. La deuxième version du Tavistock Institute fut lancée en 1947 sous le nom de Tavistock Institute for Human Relations, pour les relations humaines, avec l'assistance financière de la Fondation Rockefeller et l'échange d'experts anglais et américains. John Rawling Rees, soutenu par Alan Dulles, y joua, fort de son expérience précédente, un rôle moteur. Les méthodes de bourrage de crâne à des fins politiques s'y développèrent avec l'étude des changements comportementaux subis par les prisonniers de guerre américains en Corée du Nord. À partir de là,
Ce freudisme dévoyé s'étendit à toutes les agences anglaises et américaines de renseignement pour y former les idiots utiles des opérations terroristes. Le moyen était de jouer sur les terreurs identitaires, on voit le cas en France aujourd'hui et en Angleterre, le but de diviser pour régner. Ainsi, on étudie à la Harvard Psychology Clinic comment créer les conditions pour faire émerger un chef et créer un effet d'accoutumance pour le suivre. Le refus d'aller au bout des enquêtes sur divers assassinats ou tentatives d'assassinat aux États-Unis même, s'explique ainsi par la volonté de protéger ses sources. Beaucoup ne voient que le côté émergé de l'iceberg américain, sans discerner, en fin de compte, la matrice impériale britannique qui se trouve derrière. Ainsi, la Rand Research and Development Corporation est une émanation parmi d'autres des conceptions du Tavistock, tout comme la Sloan School au MIT ou le Centre pour les études stratégiques et intellectuelles de Georgetown. Cela ne signifie pas, bien entendu, un contrôle mécanique, mais un partage des mêmes conceptions de guerre psychologique. On pourra rétorquer que le maoïsme en Chine, le KGB, le Mossad ou l'activité de notre bureau d'action psychologique pendant la guerre d'Algérie jouent un rôle ou jouent encore un rôle pour certains analogues. Cependant, pour comprendre le fait même du terrorisme, il faut en voir la forme moderne la plus accomplie, celle que je viens de vous décrire. Si l'on ne veut pas faire trop d'efforts, la lecture de l'agent secret de Joseph Conrad constituera une initiation utile. Je conclurai en disant que tant nous n'aurons pas mis fin à cette conception de l'être humain, un être humain considéré comme défini par ses perceptions et soumis à des expériences manipulatrices, nous n'aurons pas mis fin au terrorisme. Et les fourmis rouges continueront à se jeter sur les fourmis noires sans que l'on puisse retrouver un vouloir vivre en commun dans la détente, l'entente et la coopération. Espérons que les pays des BRICS, vous savez, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, mais aujourd'hui, ils ont rejoint l'Argentine. On parle des BRICS aussi, c'est-à-dire l'Indonésie et l'Iran. Que tous ces pays ouvrent la voie vers ce vouloir vivre et que nous serons capables d'en devenir partenaires. La clé est, je pense, celle d'États-nations voués aux intérêts communs de l'humanité contre toutes les oligarchies impériales. Nos pays européens, trop soumis, doivent en être libérés, y compris la Grande-Bretagne et, j'ajouterai, la France. Merci. Laissez-moi finir sur cette espérance, car c'est une espérance qui est ardente et urgente. De ces 28 pages avec ses collègues saoudiens dans les prochains jours. C'est un sujet très épineux. C'est un sujet sur lequel plusieurs politiciens se sont levés et ont demandé directement à Obama de publier ces pages-là, même de les publier avant sa présence en Arabie Saoudite. Donc, la pression est amenée. Est-ce que ce sera trop tard? On ne le sait pas. Mais elle est là et il faut mettre en fait les bouchées doubles pour que des actions soient prises, qu'on puisse exposer les créateurs de cet événement terroriste-là et en même temps exposer ceux qui financent le terrorisme depuis très longtemps, et à l'époque comme aujourd'hui, et en même temps exposer un système impérial qui tente maintenant de détruire les nations, que ce soit avec le terrorisme ou évidemment avec un conflit militaire nucléaire et avec des politiques d'austérité fasciste économique où on tente de sauver les banques et on dit en fait que les gens doivent y passer afin de sauver des institutions qu'on pourrait simplement réorganiser. Donc, sur plusieurs points, on a un système impérial qui veut détruire les nations du monde, incluant la destruction des États-Unis en tant que nation. Donc, on va discuter de cette émission-là, de ce sujet-là aujourd'hui. C'est le sujet qui a été amené au webcast de vendredi dernier, webcast organisé par le mouvement Larouche aux États-Unis, donc le comité d'action politique de Larouche, qui fait un webcast à chaque vendredi. Donc, ça vaut la peine de rappeler avant d'entrer dans le vif du sujet que un mois
environ avant la publication de ce documentaire de C. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada avec une émission spéciale pour cette semaine et la semaine suivante. Donc nous sommes aujourd'hui le 20 avril. L'organisation du mouvement Larouche au niveau international est maintenant dans une mobilisation tout azimut afin d'exposer le rôle de l'Arabie Saoudite et aussi le rôle de l'Empire britannique, qui en fait est dont l'Arabie Saoudite fait partie. Donc le rôle dans le financement, le parrainage du terrorisme international, notamment les événements du 11 septembre et évidemment la crise mondiale avec État islamique, Al-Qaïda, donc le conflit en Syrie, et évidemment une force terroriste à travers l'Eurasie qui est en train de vraiment détruire les nations, détruire les États-nations de cette région-là et qui en fait menace le monde entier. Donc, c'est cette semaine, en fait, c'est aujourd'hui, le 20 avril, que Barack Obama se retrouve en Arabie Saoudite pour un voyage de quelques jours au Proche-Orient et en Europe, après la rencontre des dirigeants d'État de l'Arabie Saoudite. M. Obama se dirige vers l'Angleterre pour aller rencontrer la reine d'Angleterre. Il faut rappeler que nous sommes vraiment dans une situation mondiale où le compte à rebours pour un conflit nucléaire est en marche. Nous avons eu récemment la présence du secrétaire à la défense d'Obama, M. Ashton Carter, qui était dans la mer de Chine pour superviser des exercices militaires entre les États-Unis et les Philippines. Donc, M. Carter était sur le porte-avions, le USS, sans documentaire produit par l'émission 60 Minutes aux États-Unis sur le poste de télévision CBS, a créé beaucoup d'émoi aux États-Unis. Donc, un rapport qui, en fait, expose le fait que Obama et une certaine clique aux États-Unis, en Arabie Saoudite et en Angleterre, ont en fait classifié 28 pages d'un rapport sur les événements du 11 septembre, donc un 28 pages qui parle du rôle de l'Arabie Saoudite, de certains de ses représentants, dans le financement, dans la facilitation du 11 septembre et dans la création en général de ces événements qui ont eu lieu à New York et à Washington en septembre 2001. Donc, ce petit documentaire possède aussi différentes entrevues avec Robert Graham, qui est un des membres fondateurs du comité de renseignement qui a fait l'étude sur les événements du 11 septembre. On a aussi Porter Goss, qui est un ancien membre de la CIA, toujours faisait partie de ce groupe qui a fait la recherche, et d'autres personnes impliquées dans le processus de découvrir ce qui s'est passé avec le 11 septembre. Et l'administration Bush Junior et celle d'Obama ont choisi de garder ces documents classifiés, même si Obama avait dit en 2008 qu'il exposerait ces pages-là. Il avait fait la promesse aux familles des victimes du 11 septembre qu'il exposerait ce rapport-là. Évidemment, il ne l'a pas fait encore, et ce qui nous amène à poser beaucoup de questions, c'est-à-dire qu'est-ce que Obama va faire dans les prochains jours, parce que comme on le disait, la pression maintenant est énorme. On a Obama qui en fait va devoir discuter 60 Minutes. Le gouvernement saoudien avait fait très clair que si le gouvernement Obama appuyait une des résolutions, une résolution là, au Congrès visant la publication de ces 28 pages sur le 11 septembre, que si Obama appuyait cette loi-là, l'Arabie Saoudite retirerait environ 1000 milliards d'investissements aux États-Unis pour en fait vendre leurs actifs et ainsi forcer les États-Unis à reculer sur le sujet. Évidemment, ce sont des pressions très significatives. On parle entre 750 milliards et 1000 milliards d'actifs américains que les Saoudiens voudraient liquider dans le but de faire des pressions contre cette résolution.
L'organisation Larouche, évidemment, parle de ce sujet-là depuis déjà plusieurs années, depuis environ une dizaine d'années en fait. Déjà à l'époque, on parlait de quelque chose qui était bien connu du monde du renseignement, c'est-à-dire en fait un début de consolidation du financement du terrorisme dans le monde avec, on parle vers l'année 1986, de l'accord Al-Yamama, qui est un accord entre la Grande-Bretagne et l'Arabie Saoudite. Donc un accord qui a permis en fait à l'Angleterre de vendre des jets, des avions de chasse à l'Arabie Saoudite en échange de pétrole. Évidemment, le pétrole donné pour les avions de chasse était évidemment beaucoup de valeur supérieure aux avions de chasse, et une somme de ce contrat-là, John Stennis, où il a supervisé les opérations, et c'est la première fois de toute l'histoire de ces opérations militaires qu'un secrétaire à la Défense est présent à l'exercice. Donc c'est très significatif. Monsieur Larouche, donc Lyndon Larouche, économiste américain, lui dit que, en fait, le but de l'organisation maintenant, il ne s'agit pas ici de chercher à se venger de certains personnages qui causent la guerre. Notre but, c'est de défendre l'humanité. Donc, ce qui veut dire, et on va le discuter aujourd'hui, mettre Obama, en fait, au chômage le plus vite possible afin de se débarrasser de cette dynamique de guerre, et dont on parle évidemment de guerre nucléaire. Parce que récemment, et notre organisation, on en parle déjà depuis quelques semaines, les États-Unis se lancent dans des investissements incroyables dans la fabrication d'armes nucléaires portables, donc des armes nucléaires qui vont être utilisées, comme c'est dit par les dirigeants militaires aux États-Unis. Donc une politique sur plusieurs années qui va coûter environ 1000 milliards de dollars dans la création de ces armes nucléaires. Évidemment, on ne vise pas l'Afghanistan avec ça, on vise la Russie, on vise la Chine, et on est dans une situation et beaucoup de politiciens, de gens dans la finance, de gens dans le système oligarchique pensent en fait pouvoir survivre à un conflit nucléaire et jouent en fait avec justement un scénario apocalyptique qui mettrait fin très rapidement à l'humanité en soi. Et dans le but en fait d'arrêter cette dynamique-là, Obama doit quitter, et les récentes, pas les récentes, mais plutôt le récent